Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un vlog. On est en février, on est le 2. Ce que je vais essayer, c'est de lire un livre par jour. C'est-à-dire que je vais lire des livres courts, voilà, très très courts. Et ça va permettre en tout cas de diminuer ma palle et en même temps de lire quand même beaucoup. Voilà. Tout en essayant aussi de lire des livres un petit peu plus gros entre. Enfin, pas entre, mais un peu tout du long. L'année dernière, je l'avais fait. En fait, c'est un mix entre le challenge de Alex Bouquin en Prada et de Audrey du Souffle des mots. Alex Bouquin en Prada, son challenge c'est février tapal, où le but c'est de lire 100 livres par jour, si je me rappelle bien, et 100 livres, 100 pages par jour, enfin de lire en tout cas tous les jours. Et celui d'Audrey, c'est de lire tous les petits livres que l'on a dans notre bibliothèque. Ce que je fais, c'est que je fais un espèce de mix, c'est-à-dire que je prends des livres courts qui vont jusqu'à 200 pages, qui sont dans ma bibliothèque, et j'essaie d'en lire un par jour pour vraiment un peu faire un tri de mes livres. Donc ça permet de découvrir des auteurs, ça permet d'en redécouvrir d'autres, de retester des auteurs qu'on n'a pas forcément aimés. C'est ce que j'avais un peu ressenti l'année dernière parce que j'avais déjà fait ça. Donc je vais recontinuer, voilà, je vais retester des auteurs que je n'ai pas forcément aimés, je vais en découvrir d'autres, je vais en redécouvrir des que j'aime. Voilà, ça va être... c'est vraiment un challenge que j'aime bien. Même si l'année dernière j'avais dit que au bout du compte je me souvenais pas trop des livres, je pense quand même qu'il y en a certains qui m'ont plu au bout du compte, même si je disais que c'était pas le cas. J'ai bien aimé et c'est pour ça que je le refais cette année. Mais ce que je vais rajouter en plus, c'est des livres qui sont un petit peu plus longs, qui vont plutôt m'accompagner un petit peu plus longtemps sur la semaine, pour avoir vraiment quelque chose qui soit plus sur le temps, alors que les livres super courts, en fait, ça se lit rapidement et des fois, on est un peu frustré. Enfin, en tout cas, pour le moment, j'ai réussi à lire mon livre d'hier, mais en même temps, il était très court, donc voilà. Petit aparté, j'ai continué donc Artemis Fowl, le tome 5, parce que je vous laissais dessus. Voilà, j'ai réussi à bien avancer, il me reste 6 chapitres. Je devrais l'avoir fini aujourd'hui parce que ça fait à peu près 140 pages et ça se lit quand même relativement vite, même si les chapitres sont longs. C'est moins dérangeant que pour d'autres livres en tout cas. Et hier, le livre court que j'avais lu, c'était donc l'étrange bibliothèque de Haruki Murakami chez 10-18. Alors, Haruki Murakami, j'ai déjà testé plusieurs de ses livres. J'avais déjà testé un Q84 et j'avais testé un autre de ses livres qui était aussi sur une espèce de bibliothèque. Est-ce que je vais le retrouver? Enfin, en tout cas, j'avais essayé et j'avais pas aimé. Un Q84, je crois que j'avais juste abandonné parce que j'accrochais pas des masses, mais c'était pas mal. L'autre, que j'essaierai de vous retrouver, je le mettrai là. J'avais lu 100 ou 200 pages et j'arrivais vraiment pas. J'avais beau essayer, j'étais là, non mais ça faisait 100 pages, ça faisait 100 ou 200 pages, ça faisait peut-être 2 ou 3 semaines que j'étais là-dessus. Au bout d'un moment, je dis non, ça sert à rien que je reste sur ce livre où j'accroche pas, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, j'abdique. Voilà. Vraiment, Haruki Murakami, c'est vraiment compliqué. Donc j'ai testé en format nouvelle. On est sur un petit garçon qui va à la bibliothèque rendre un livre et il demande un conseil. Et la personne lui dit descends au sous-sol, salle 107. Voilà. Donc il y va. Et en fait il va demander un livre comme ça. Il va se retrouver enfermé. Voilà. Et il va arriver plein de trucs étranges. Alors c'était sympa. Je trouve que ça ressemble plus à un cauchemar d'enfant que vraiment une histoire étrange. Enfin, il y avait vraiment, enfin, c'est vraiment des trucs que si un enfant fait un cauchemar, ça semblerait pas illogique. Ça m'a vraiment fait cet effet-là. Il y a un moment, un truc avec des chaussures, pour pas faire de bruit, il les laisse. Il les enlève et il les laisse. Et j'étais là, mais gars, tu peux les prendre avec toi. Ce n'est pas parce que tu les enlèves que tu ne peux pas les prendre avec toi dans tes mains. Voilà, ça m'a un peu... Après, c'est un enfant, oui. Mais je me dis quand même, je ne sais pas. Surtout qu'il est très attaché. Par rapport à ça, je disais oui.
Mais bon, je ne suis toujours pas convaincue par Haruki Murakami. C'était très court, il y avait des illustrations qui accompagnaient le livre. Voilà, c'était plutôt sympa. Après, des fois, il y a des illustrations qui font un peu peur. Là, il y a des fils avec des poissons. Ouais, non, je sais pas, j'ai du bruit. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Je ne sais pas qui fait du bruit. Je sais pas, j'ai pas été plus hypée que ça. Après, ça se finit, oui, mais on sait pas trop la réalité, la finalité des choses. Je reteste à chaque fois Haruki Murakami, mais je pense que au bout d'un moment, il faudra que j'arrête, voilà. Mais je peux pas m'empêcher. Genre, tout le monde aime Haruki Murakami, mais moi, j'ai vraiment... en fait, je comprends pas la hype. Je trouve pas que ce soit exceptionnel ce qu'il fasse. Voilà, première lecture, première déception. Mais bon, en même temps, j'essaie de m'accrocher à quelque chose auquel je ne peux pas. Voilà. Mais en tout cas, je vais terminer ça. Et pour le livre d'aujourd'hui, je sais pas trop en fait ce que je vais lire. Donc je vous reprendrai plus tard quand j'aurai décidé quel livre je lirai. Voilà. Je vous retrouve donc, on est le 3. Mais j'ai bien lu, j'ai bien lu le livre court hier. Je vais y arriver. Donc j'avais choisi L'éternelle histoire de Karen Blixen. Alors, l'année dernière, je sais plus si je l'ai dit, mais Karen Blixen, j'avais lu un de ses livres qui était Saison à Copenhague. Là, L'éternelle histoire, c'est une novella. On va suivre donc un vieux monsieur qui est négociant en thé à Canton. Et quand il était plus jeune, il a entendu parler d'une histoire de marin. Voilà. Et donc il veut la reproduire. Donc il va faire ça. Donc c'est ce qui donne son titre, L'éternelle histoire. C'est parce que c'est une histoire de marin qui se dit de marin en marin. Chaque marin dit l'avoir vécu alors que non. Et donc lui, il veut que ça arrive vraiment à quelqu'un. J'ai bien aimé la plume, encore une fois, mais je ne vois pas en fait la finalité de l'histoire. Où est-ce que ça veut réellement nous emmener? Alors oui, c'est un vieux monsieur qui veut se faire une folie en réalisant une légende, enfin une histoire. Mais j'ai pas trouvé vraiment qu'il y avait morale ou vraiment un message. Sachant que ce vieux monsieur, on nous parle en fait du fait que c'est un anglais et il était à un moment en collaboration avec un français. Sauf que le mec là, le vieux, il était insupportable, donc du coup il a voulu se défaire, le français du vieux. Sauf que ça l'a mis dans la panade et donc il a fait faillite. Il s'est suicidé, sauf qu'il avait une femme et des enfants. Ça a un peu son importance, mais concrètement, oui, enfin, j'ai pas trouvé réellement qu'il y avait une finalité, qu'il y avait... Enfin, il manque en fait quelque chose. Oui, il a réussi à faire l'histoire, machin, mais en fait, tout autour, il y a plein d'autres choses qui, je trouvais, auraient dû être développées, mais ce n'est pas le cas. Donc, encore une déception. Voilà. Mais j'en ai un autre de Karen Blixen avec 3, je crois, petites novellas, donc on verra bien. Sinon, hier, j'ai également fini donc Artemis Fowl, le tome 5, Colonie perdue de Owen Colfer. J'ai adoré ce tome 5, vraiment. Je crois que c'est le meilleur, en tout cas, de la saga avec le premier. Mais ce 5e tome, enfin relance un peu, parce que dans le 4e ça s'essoufflait un petit peu. Le 5e redonne un peu un souffle, parce qu'on a de nouvelles dimensions qui arrivent et ça c'est trop bien. Vraiment j'ai grave aimé ce 5e tome et j'ai hâte du coup de lire la suite. Il m'en reste 3 à lire et pour ceux qui ne connaissent pas Artemis Fowl, on suit en tout cas dans le tome 1 un jeune homme qui s'appelle Artemis. Oui, là dans le livre c'est masculin, qui est le fils d'un bandit de la mafia qui a disparu. Et donc Artemis a un peu repris le flambeau de l'Empire. Il est très intelligent, il a un garde du corps qui s'appelle Butler. Il va décider de kidnapper une fée pour avoir de l'or. Voilà, tout simplement. Et c'est très drôle, vraiment. Et là, ce 5e... en fait,
maintenant Artemis Fowl a forcément grandi depuis le premier tome. Et il a un peu changé, il a mûri. Dans ce 5e tome, on a de nouveaux personnages qui sont introduits. Réellement, dans les 4 premiers, on a un peu les mêmes personnages qui reviennent toujours. Là, on a toujours ces personnages-là, mais en plus, il y en a des nouveaux qui arrivent et qui vont sûrement avoir leur importance pour la suite. Donc c'est vraiment sympa. C'est pour ça aussi que ça redonne un souffle à l'univers et même à l'histoire, parce que on a ces nouveaux personnages. Et donc on est le 3, donc forcément je suis censée lire un livre. Alors je ne l'ai pas encore commencé, mais je l'ai choisi. C'est un livre court, donc ça devrait aller assez rapidement. C'est 17 de Kenzaburo Oe. Vous allez voir, beaucoup de folios. Ce sera principalement d'ailleurs des folios qui seront dans ce mois-ci. Voilà. Et en parallèle, donc, je commence. C'est Legends and Lattes de Travis Baldree. Voilà, c'est cette édition-là. Peut-être que vous le connaissez avec cette couverture-là. Voilà. Et donc là, ensuite, donc, Vive, qui est une orque qui s'est rangée, on va dire, et qui va ouvrir son coffee shop. Voilà, alors là, pour le moment, j'en suis où elle est arrivée dans la ville et elle vient de récupérer le local. Voilà. Donc pour le moment, je ne peux pas dire si j'aime beaucoup parce que j'ai lu un chapitre, hein, le prologue et un chapitre, donc je ne peux rien vous dire, mais je voudrais lire à peu près 6 chapitres par jour, en plus du livre. Voilà. Mais comme je dis, j'ai le temps pour le moment, donc je vais en faire autant que possible. Donc voilà pour les nouvelles lectures du jour. Si je peux ce soir, parce qu'il fait 89 pages, un truc comme ça, je vous donnerai mon avis à propos du livre. Ce sera la première fois que je lirai un Kenzaburo Oe, donc voilà, ce sera une petite découverte. Et il faut que je lise mes 6 chapitres de Legends and Lattes, et j'espère aimer. J'espère du fond du cœur aimer. Voilà, et j'ai déjà lu le résumé, mais ça fait très longtemps, j'ai pas envie de le relire. Donc je vous donnerai le résumé de 17 quand je l'aurai terminé. Voilà pour les news. Ah oui, sinon aujourd'hui je suis allée au cinéma. Je suis allée voir L'amour au présent avec Florence Pugh et Andrew Garfield. C'était trop bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, la fin, j'ai versé ma petite larme quand même. Parce que ça... Voilà. C'était vraiment très beau. J'ai aimé la dynamique entre le personnage de Florence Pugh et le personnage de Andrew Garfield. Voilà, c'était intense quand même. Et ouais, c'était très beau. Et ça prend son temps, mais en même temps, voilà, il se passe plein de choses. Il y a des temporalités différentes, donc ça se mélange un peu. Donc des fois, on est là, alors, ça se situe où? En fait, il y en a 3 à peu près de temporalités. Sachant qu'au début, il montre pas une certaine personne et donc ça perturbe encore plus. Mais au bout du compte, c'est hyper prenant. Voilà, on comprend quand même assez vite les temporalités différentes et on n'est pas trop perdu quand même. C'était très sympa. Je vous retrouve pour vous donner mon avis là-dessus. Hello, je vous retrouve après un petit passage en librairie. Je vais vous parler du coup peut-être en premier de ce que j'ai pu acheter. Et après, vous montrer un peu les lectures des derniers jours parce que là, je vous reprends, on est mercredi. La dernière fois que j'ai filmé, c'était lundi. Donc, il y a eu des lectures entre temps. Pour le moment, je réussis de lire un livre par jour. Donc, on va commencer tout de suite ce petit update. Alors, j'y allais parce que vendredi, il y a l'anniversaire d'une amie. En fait, l'anniversaire d'une amie. Et on est plusieurs à s'être cotisés pour lui faire un beau cadeau. Et donc il y a 2 choses. Donc en premier, donc j'y suis allée pour lui prendre une Pléiade. C'est Saga islandaise. Voilà, donc c'est un très bel objet. C'est quand même c'est quand même pour... Je fais très attention parce que c'est un cadeau et donc voilà. Et quand même pour vous montrer, c'est quand même des feuilles qui sont hyper fines. C'est du papier bible. En fait, quand on lit, on voit à travers. Donc c'est pas non plus... Donc après c'est bleu là parce que c'est la catégorie bleue je suppose.
Après il y a quand même un travail, après c'est plastifié tout autour et c'est du cuir et ça c'est de l'or, je sais plus 23 carats, j'ai lu ça. Il y a quelques jours, parce qu'en fait cette Pléiade a eu beaucoup d'aventures, voilà. Donc du coup j'y étais déjà allée, j'étais passée à Bouligny pour juste regarder s'ils avaient des Pléiades, voir s'il y avait la Pléiade qu'on cherchait. Donc je suis tombée sur le tome 5 de l'erreur de l'épouvanteur, donc l'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney. J'ai pas hésité parce qu'il était à 1 €, un truc comme ça, et en fait le tome 5 c'est le prochain que je dois lire, donc j'ai sauté sur l'occasion, parce que là pour le coup c'était une sacrée occasion, parce qu'en plus il est en très très bon état, donc là je n'ai pas cherché midi à 14 h, je l'ai pris. En fait je suis en no-buy, mais je fais le challenge Nozza, qui est donc un no-buy, mais en fait avec des points, un peu comme un jeu. Mais en gros on remplit. Un livre, c'est une petite pièce, et quand, en fait, au début du challenge, on a déterminé au bout de combien de livres on pouvait avoir une grosse pièce donc à mettre de côté, ou un livre. Et moi j'ai mis au bout de 20 livres parce que je veux vraiment que ça diminue. Et en fait, si après on définit en fait ce qui nous enlève des points. Donc moi j'ai dit que c'était si j'achetais des livres ou si on m'offrait des livres, enfin bref. Et donc, si on achète, ça enlève une mini pièce. Voilà. Donc, du coup, ça fait reculer l'objectif d'acheter un livre. Et donc, le dernier que j'ai acheté, mais qui va en fait vraiment être lu ce mois-ci, parce que c'est un tout petit livre, c'est Résister de Salomé Saké. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de toute façon, je vous en reparlerai très bientôt. Voilà pour les achats. Sinon, on va passer au livre que j'ai lu parce que du coup je vous ai pas mis à jour. Donc lundi, j'ai lu 17. Alors je vous avais montré que j'allais le lire, mais je ne vous ai pas donné mon avis. Donc c'est 17 de Kenzaburo Oe. Donc 17, ça parle d'un garçon qui a 17 ans, comme, comme le nom l'indique. Et pour le moment, il est plutôt de gauche, en tout cas au début. Et petit à petit, en fait, on va voir son embrigadement et passer à l'extrême droite jusqu'à faire partie de le parti impérial, tout simplement. Et en fait, au début du truc, je vous montre, il y a un petit explicatif sur l'auteur, et à un moment justement ils parlent de 17 et ils disent, donc ça paraît en 61, donc c'est en plein pendant la guerre froide. En Chine on a Mao Tse-tung, et le Japon se remet des bombes, et donc les États-Unis contrôlent quand même un peu le Japon. Donc c'est quand même une période assez tendue pour le Japon. Et donc il est dit que c'est inspiré par l'assassinat du chef de file du Parti Socialiste par un militant d'extrême droite de 17 ans. Cette nouvelle évoque le Japon du début des années 60 avec la recrudescence de l'ultranationalisme du Parti impérial. Après la publication de cette nouvelle, Kenzaburo Oe est inquiété par l'extrême droite japonaise jusqu'à recevoir des menaces de mort. Outre une grande maîtrise de la narration, ce texte est fondamental dans l'œuvre de Kenzaburo Oe. Et je trouve que, oui, vraiment, je peux comprendre qu'il ait eu des problèmes, parce que vraiment, en fait, il dénonce l'extrême droite, les problèmes que c'est, et je pense personnellement, parce qu'en fait, on a affaire à un garçon qui a 17 ans, qui est perdu, qui ne se sent pas à sa place, qui veut en fait être accepté, et je trouve, personnellement quand je l'ai lu, quand j'ai fini, j'étais là, je trouve que par rapport à l'actualité en France, je trouve qu'on peut quand même trouver quand même une certaine ressemblance. Alors certes, ça se passe au Japon, nous on est en France, ça se passe dans les années 60, on est en 2025, mais il faut dire que quand même, on a beaucoup maintenant de jeunes hommes qui ont besoin d'être approuvés par leurs aînés, qui ont eux aussi des petits soucis d'acceptation, voilà, et qui veulent être acceptés, et donc ils vont faire des choses extrêmes pour être acceptés, et pour être reconnus, pour être acceptés. Et c'est ce qui se passe pour ce garçon de 17 ans qui va en fait, au début, il va juste aller assister à une manifestation, voilà.
et il va se faire engader parce qu'il va faire quelque chose et donc un peu le chef de file va approuver, en gros va dire oh mais t'es super et tout, et lui, vu qu'il est reconnu, vu qu'il est apprécié, vu qu'il a de la reconnaissance, il va aller plus loin. Et même au niveau de ses idées, il va complètement changer. Et vraiment, on voit ce switch. Et vraiment, je pouvais pas m'enlever l'idée de la tête que, en fait, c'était vraiment... Enfin, il y a vraiment on peut vraiment donner un parallèle avec ce qui se passe en France par rapport à la montée de l'extrême droite. C'est un livre que l'on devrait mettre entre toutes les mains, surtout les garçons, et qu'on lui dise, bah, voilà, si tu... Il se pourrait que voilà, ça sert à rien d'être approuvé par des gens qui ne le méritent pas, parce que bah, il peut y arriver des malheurs. J'ai lu hier, donc j'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, de Joey Tech, et là c'est la collection Pulp Fiction. Alors donc on suit une jeune fille de 14 ans qui rentre en fait dans son village, parce qu'en fait toute l'année scolaire elle est en ville chez sa tante, et donc en fait elle devient nubile, donc bonne à marier. Et en fait quand elle rentre dans son village à la fin de l'année scolaire, elle apprend en fait que vu qu'elle est nubile, en fait l'attitude de sa famille change. Les hommes, les femmes, on lui dit d'être plus ah bah non mais t'arrêtes de faire ça, t'es plus une enfant, ce genre de choses. Et elle veut juste continuer à étudier, à être libre, et elle va se battre à sa manière, surtout quand elle va apprendre qu'en fait ils ont décidé de la marier. Et donc elle va, elle va trouver du soutien auprès de certains de ses proches, et en même temps elle va devoir se débrouiller seule pour arriver à la liberté dont elle rêvait, dont elle rêve. Comme toujours, Joey Tech fait des histoires waouh, intenses, à chaque fois des problèmes que peuvent rencontrer les jeunes filles. J'avais déjà lu d'elle Mauvaise Connexion, c'était le premier. Et j'avais lu un autre aussi de chez Talent Haut. Et j'avais lu aussi un espèce de thriller jeunesse, mais cette fois c'était point de vue d'un garçon. Mais vraiment à chaque fois elle choisit des sujets très difficiles, et pourtant à chaque fois ça fait mouche, on ne peut pas s'arrêter, on a envie de savoir comment ça va se finir, si la personne va s'en sortir, voilà. Donc Mauvaise Connexion, c'était sur justement le problème que peuvent rencontrer les jeunes sur internet, donc notamment avec le porno, enfin pas les mauvaises rencontres on va dire, mais via internet. Et l'autre c'est sur justement une fille qui tombe enceinte alors que elle est jeune, et donc ça parle de ça. Et donc là c'est surtout le mariage forcé. Donc là elle a 14 ans, et il y a deux de ses amies qu'elle retrouve au village, une de 10 ans et une je crois aussi 14 ans, qui sont dans le même problème. Et on apprend aussi que sa mère a été mariée également à 10 ans avec son père, donc il y a tout un cheminement, surtout qu'elle, c'est la première à accéder à des études un petit peu plus hautes. Et elle était super contente, elle pensait pouvoir continuer l'école, enfin bref, il y a beaucoup de sujets abordés, et c'était encore une très bonne lecture. Je pense que en tout cas, pour le moment, je n'ai jamais été déçue des livres de Joey Tech, et je pense que je ne serai jamais déçue de ce qu'elle écrit, parce qu'à chaque fois, c'est toujours très, très intense, très juste, et je peux que recommander ces livres. Voilà. Et c'est à chaque fois très cool. On va passer au manga, parce que j'en ai lu quand même quelques-uns. Donc en premier, j'ai lu Deep Sea Aquarium Magmel, le tome 4 de Kiyomi Sugishita. Donc voilà, on suit donc des personnages dans un aquarium, mais en eau profonde, dans les abysses, avec donc en fait les poissons, les créatures marines que l'on a dans cet aquarium, ce sont des créatures abyssales. Et c'est tellement intéressant, vraiment, à chaque fois. Donc un tome, on est plutôt axé sur... Enfin, non, pas axé sur un personnage, enfin plutôt celui-là, mais en même temps, à chaque fois, c'est des petits trucs, des petits moments, et à chaque fois,
En fait, chaque chapitre, ça va être axé sur une créature marine qu'on va découvrir. Et je trouve ça tellement intéressant. Vraiment, c'est trop bien. On apprend plein de trucs sur la faune marine, sur... ouais, tout simplement. Et après, en même temps, on suit... Donc, comment est-ce qu'il s'appelle? Enfin, en fait, on suit plusieurs personnages. Ils sont tous là, voilà. Hop. Mais on suit surtout celui-là qui s'appelle Kotaro Tenjo. Donc, surtout lui. C'est plutôt lui le personnage principal, qui est un jeune qui adore la faune marine depuis toujours. Et donc, il a réussi à intégrer l'aquarium. Voilà. Et je peux que vous le conseiller. C'est tellement bienveillant. À chaque fin de chapitre, en fait, on a une fiche explicative du coup de la créature marine abyssale que l'on a rencontrée dans le chapitre. Donc ça, c'est aussi génial, je trouve. Voilà, donc là c'est l'Eurialina, c'est trop trop beau. Voilà, donc à chaque fois il y a un chapitre sur... En fait, il y a des histoires, mais à chaque fois on va quand même se focus sur une créature marine principalement. Et je trouve ça génial. J'ai le 5, 6 et 7 qui m'attendent dans ma palle. C'est vraiment un pur plaisir ce petit manga. Je peux que vous le conseiller. Et sinon, j'ai lu le tome 1 et 2 de Pandora Hearts de Jun Mochizuki. Je crois que c'est l'autrice également des Mémoires de Vanitas. Donc là, on suit Oz, qui est le fils d'un duc, et il va avoir une espèce de cérémonie pour ses 15 ans. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, puisqu'il va se faire attaquer et il va se retrouver dans les abysses. C'est les abysses? Oui, dans les abysses. C'est pas le même genre d'abysse. Je vais vous parler des lectures en cours. Je vais commencer par Bioshock de Rapture à Columbia, que je vous ai déjà présenté. J'ai un petit peu avancé aujourd'hui. Là, j'en suis à la partie sur Columbia. Donc il me reste 50 pages à lire et je l'aurai terminé. Donc voilà, je me rapproche un petit peu de la fin. Je dois dire que là, la partie sur l'histoire de Columbia, c'était... En fait, c'est des parties, j'ai l'impression, qui étaient rajoutées. Mais c'est... Je me souvenais plus que c'était aussi compliqué, Columbia, à comprendre. Quand je lisais, j'étais là. Waouh. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des... Bref, ça... J'étais là. Est-ce que je comprends vraiment ce que je lis? Mais en tout cas, voilà, c'est toujours aussi intéressant. Sinon, j'ai continué Legends and Lattes de Travis Baldree. J'en suis à là. Mais en fait, il y a une nouvelle que j'aime beaucoup. C'est très mignon, très sympa. Voilà, j'accroche plutôt bien. Là, elles ont ouvert. Et voilà, il y a des petites histoires et tout. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien, j'accroche bien. C'est très sympa. Et sinon, ma lecture du jour, parce que bon, on est toujours dans ce truc de lire un livre par jour. J'ai commencé donc Le Pont flottant des songes de Junichiro Tanizaki, toujours chez Folio. Et donc en fait on suit un jeune garçon qui s'appelle Tadasu. Et en fait il nous explique que maintenant il est ce n'est plus un petit garçon quand il parle, mais il dit que en fait il pense que sa deuxième maman c'est la réincarnation de la première. Et il dit parce qu'il y a des petits trucs qui font que c'est un peu bizarre. Et c'est marqué également derrière une magnifique éloge de la maternité, une réflexion sur l'image de la femme. Attendez, je crois que j'ai mal dit. Une magnifique éloge de la maternité et une réflexion sur l'image de la femme. Alors je vais revenir sur cette phrase un peu plus tard. Le début, donc j'en suis à là, il me reste 35 pages. Au début, bah, ça met très longtemps à venir parce qu'il y a des espèces de trucs sur des mots, sur des explications de sens, et j'étais là, mais on s'en fiche, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Vraiment, j'étais là, mais quand est-ce que ça va réellement commencer? Parce que je sais pas, ça parle de poèmes, ok.
Où est-ce que tu veux en venir, Coco? Et après, donc, ça commence avec justement cette deuxième maman. Vraiment, c'est un peu bizarre. Et justement, je reviens sur la phrase. Donc, alors, une magnifique éloge de la maternité. Comment dire que la maternité, je me demande où elle est? Parce que bon, on peut quand même se poser la question par rapport au petit frère de Tadasu. Je ne dirais pas ce qui se passe. Mais bon, par rapport à ce petit frère, on peut se demander vraiment s'il y a de la maternité. Et une réflexion sur l'image de la femme. Je vois pas trop. Après, oui, pour revenir à une éloge de la maternité, si on rapporte ça au fait de se nourrir au sein de la mère, comment vous dites? Peut-être. Mais ça aussi, c'est très étrange. Et il y a, c'est marqué derrière, voilà, ça me permet de rebondir, avec qui il entretient une relation trouble mêlant amour filial et désir. Alors oui, ça, c'est... En effet, c'est très trouble. Comment vous dire que des fois c'est même très dérangeant, malaisant. Parce qu'en fait, il boit au sein de sa première mère quand même jusqu'à ce qu'elle meure. Et il boit au sein de sa mère de sa deuxième mère pendant très longtemps. Et là, il y a une scène que j'ai lue. Il est quand même assez âgé. Et il reboit au sein de sa mère. Enfin, je trouve que c'est assez... c'est assez dérangeant. Enfin, j'étais quand même très mal à l'aise quand j'ai lu ça. J'ai dit, oui. Puis en fait, c'est comment est-ce qu'elle le décrit, comment est-ce qu'il se sentait aussi. Par rapport à une éloge de la maternité, je suis là en mode nien. Réflexion sur l'image de la femme. Après, peut-être que par rapport à ça, ils veulent parler du passé de la mère, de la deuxième mère, que on ne sait pas si c'est vrai ou pas. On suppose, bref, si on dit que c'est ça et tout, mais je vois pas vraiment le problème. Enfin, à aucun moment elle est jugée ni rien. Bon, il me reste 35 pages pour le moment. Je dois dire que pour le moment ce n'est pas une très bonne lecture. Et bah pour ce petit update, c'est fini. Je pense que je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fini ce livre qui est assez... Ouais, c'est spécial, on va dire. Je vous reprends, donc on est plus tard au même endroit. Mais on est plus tard et j'ai fini donc le pont flottant des songes. Vraiment, non. Je ne sais pas, pour moi il est un peu problématique au niveau de la relation entre la deuxième mère et le fils. Ça va jusqu'à ce qu'il y ait des rumeurs par rapport à quelque chose. Et même j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours un peu cette... en fait elle est tout le temps là, la mère, et... Enfin je sais pas, je trouve que c'est assez problématique. Enfin c'est dérangeant. Pas problématique mais c'est dérangeant. Et ouais, il y a toujours ce sentiment de... C'est pas normal quoi. Non, il y a un truc. Voilà, après... Par rapport à un personnage, on va lui imposer quelque chose, elle ne le sait pas. Ce personnage ne le sait pas, ne le saura jamais parce qu'il se passe un autre truc. Et je pense que là où ils disent maternité, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment le choix de la maternité. Et, plutôt, elles en sont dépossédées dans un certain sens. Même s'il y a Tadasu, il y a une dépossession de ce rôle maternel. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, peut-être qu'ils l'ont lu, peut-être qu'ils comprendront ce que je veux dire ou pas. Mais voilà, pour moi c'est une... C'est pas... Non, je ne cautionne pas trop ce... Alors, on est... Désolée, il y a la batterie qui n'avait plus de batterie. Donc moi, pour moi, c'est... non, c'est niette. Ça va faire de la place dans ma bibliothèque parce que du coup... non. Si vous avez lu
Le livre, n'hésitez pas à me dire si ce que vous en avez pensé quand vous l'avez lu. Mais pour moi, c'est un grand non. Hello, je vous retrouve beaucoup plus longtemps que prévu après la dernière prise, puisqu'on est le lundi. Ça remonte pas mal de temps. Il s'est passé beaucoup de choses niveau lecture, niveau achat aussi. Voilà. Et film, pas trop, mais un peu. En premier, donc, je vais vous parler de petit éloge des lecteurs, enfin de lecteurs de PEF aux éditions Folio. Alors j'ai lu l'année dernière deux petits éloges. Il y avait Petit éloge des séries télé de Martin Winkler et Petit éloge de l'errance d'un auteur japonais, il me semble, qui étaient tous deux très sympas, j'avais beaucoup aimé. Et là donc Pef nous raconte des anecdotes par rapport au lecteur qu'il a rencontré durant sa longue carrière. C'était vraiment très sympa. Au début je savais pas où il voulait nous emmener vraiment. Et vraiment c'était vraiment très sympa. Il y a plein de petites anecdotes vraiment très cool, dont une que je connais en fait. Puisque donc il la raconte, il est allé faire une frise sous le préau d'une école. Et en fait cette école c'est un village qui est juste à côté du village de chez mes parents, de là où j'ai grandi. Et je l'ai déjà vu cette frise, je connaissais l'anecdote, c'était très sympa. Enfin ça m'a fait tout drôle de connaître l'une des histoires qu'il racontait, parce que, alors je n'ai pas été là au moment où cette frise a été faite, mais voilà, je connais l'anecdote et ça m'a fait beaucoup sourire. Donc voilà, et puis après il y a toutes les références au Prince de Mots Tordus et à plein d'autres choses. Je pense que Pef, c'est, même si j'ai pas énormément de ses livres, ça fait partie des auteurs-illustrateurs qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petite. Notamment donc Le Prince de Mots Tordus, qui là, ça a été l'histoire incroyable que j'ai... Enfin, je l'ai lu, relu, c'est toujours aussi drôle. Mais en tout cas, voilà, c'était très très sympa. Sinon, j'ai lu donc Legends and Lattes de Travis Baldree aux éditions Thor. Voilà, donc c'est la version VO. En français, il y a, donc attendez, c'est avec l'illustration qui est dedans. C'est celle-ci, voilà, qui est très sympa également. J'ai passé un agréable moment avec tous les personnages. C'était vraiment très chouette. Donc on suit Vive, qui est un orc qui a décidé de changer de vie parce qu'elle faisait des batailles, enfin ce genre de choses. Et depuis qu'en fait elle a bu du café, elle veut ouvrir son coffee shop. On est dans un monde de high fantasy, donc il y a des orques, il y a des gobelins, il y a des elfes, bref, tout plein de créatures. Voilà, mais elle veut faire son coffee shop. Donc imaginez un coffee shop, mais version médiévale. Je pense que c'est ça. Donc on va la voir l'aménager, voilà, commencer tout ça, recruter des personnes, se lier d'amitié avec des gens, et avoir des petites histoires à chaque fois, à chaque chapitre. Voilà. Au moment où je vous dis que chaque chapitre, machin... en fait, chaque chapitre, il y a une petite... en fait, c'est une petite illustration, toute petite. Et en vrai, c'est un élément du chapitre. Il y a un élément dans ce chapitre où ça va y faire référence. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Genre, à chaque fois, j'étais là. Ah, mais tiens, mais les petites illustrations, ce serait pas un indice? Et en effet, ça l'était. Donc, vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est un orc avec une succube également. Et voilà, il y a plein de... Il y a des pâtisseries, il y a... Enfin non, pas des pâtisseries, des viennoiseries. J'ai oublié les mots. Mais plutôt viennoiseries, on va dire. Et du café. Alors moi, je suis pas une adepte du café. Mais pourtant, voilà, c'est trop bien. L'ambiance... Ah, vraiment, j'imaginais très bien le lieu, hyper cosy, hyper en bois, en pierre. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire le deuxième, qui est Bookshops and Bone Dust. Sinon après, donc j'ai lu moi Peter Pan de
Michael Roche aux éditions Folio SF. Donc là en fait c'est Wendy qui est partie, donc on est un peu, chaque chapitre c'est une situation, un endroit de Peter Pan que l'on connaît, avec des personnages que l'on connaît, mais à chaque fois ça change à chaque chapitre, et c'est un peu ce que devient Peter Pan après qu'elle soit partie, et ce que ça a remis en cause, ce qui fait que ça l'a perturbé sur qui il était vraiment, son rôle. Je peux pas dire si j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'au début je trouvais ça un peu étrange, et ouais, peut-être qu'à certains moments, notamment sur le fait que sur ses origines, peut-être que ça aurait été bien de plus étoffer et de plus partir dans cette voie-là. Mais sachant que il y a Tim Clochette qui dit oui, je t'ai sauvé, machin, et je pense que ça aurait été sympa de plus pousser dans cette direction-là, mais après, Peter Pan, c'est pas, on peut appeler ça un conte, je pense, c'est pas forcément celui que je préfère. Je trouve que Peter Pan est détestable, exécrable. C'était sympa, mais vu que de base j'aime pas trop Peter Pan, après j'ai aimé voir que du coup ça avait quand même remué des façons de penser, mais je sais pas, je pense que les chapitres étaient un petit peu trop courts par rapport à chaque idée qui voulait être amenée. C'est peut-être ça. Ah, mon petit abandon. D'ailleurs, c'était très drôle parce que certains ont fait des blagues. Alors, il y a 2 personnes. Il n'y a que 2 personnes, mais vraiment à mourir de rire. Bon, je vais déjà vous montrer le livre en question. Il s'agit de Plop de Raphaël Pinedo chez Folio SF. Premier abandon de l'année. Voilà, il a gagné le prix de l'abandon, premier abandon de l'année. Ça peut être sympa, c'est du post-apo. Mais alors oui, roman cru, sauvage, picaresque et futuriste, mieux qu'une provocation à l'hiver impitoyable. Alors, futuriste, je dirais... En fait, j'ai vraiment du mal à me plonger dans ce futur. Parce que j'avais vraiment l'impression que parfois c'était presque du retour en arrière. C'était sauvage, c'était bestial. Pour quand même prévenir, il y a, pour moi, c'est des viols, il y a du cannibalisme, il y a beaucoup trop de choses qui sont what the fuck. Et au bout d'un moment, j'en avais marre en fait, de juste... les personnages étaient détestables. Bref, il n'y a rien qui ne m'a plu, et je comprends pas en fait tous les bons avis qu'il a eu, parce que je trouve qu'il est quand même assez problématique. À aucun moment, en tout cas de ce que j'ai, parce que je suis allée jusqu'à 100 pages quand même. 100 pages, ça représente ça. À aucun moment il y a une remise en question de ça, et de juste c'est des scènes, pas de pire en... si, de pire en pire. Il n'y a jamais de remise en question, où l'auteur ne fait pas en sorte qu'il y ait des pensées sur pourquoi ce cannibalisme ou ces viols, pourquoi toute cette cruauté. À aucun moment en fait il y a une remise en question, et un parallèle un peu sur des pensées, sur de la réflexion. Alors que je pense que ça aurait pu être un bon moyen de dire voilà, je sais pas. Et sachant que je crois qu'il a eu un prix, le prix Casa America en 2002. Ah oui, mais en 2002 on n'était pas encore sur ces questions-là, donc bon. Ouais. Mais alors, je pense que c'est la première fois que je lisais un livre d'un auteur argentin en SF. Du coup, voilà, plutôt mauvaise rencontre, on peut dire ça. Ouais, non, c'était pas terrible. Du coup, je vais quand même vous lire. Je vais quand même vous lire les... parce que j'avais mis premier gagnant de l'année dans la catégorie abandon. Donc il s'appelle Plop, parce que je crois que j'ai même pas dit le titre, mais il s'appelle Plop, parce que c'est un personnage qui s'appelle Plop. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit « Il a fait Plop, ha 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 !» Pardon. Quand j'ai vu son commentaire, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Vraiment, trop drôle. Et j'ai une de mes... donc Chloé, qui a dit « J'ai lu Flop, JPP, ça colle à l'abandon. » Tout à fait. Donc voilà. Au moins, ce livre a permis de faire
des petits jeux de mots et des petites blagues dessus. Mais voilà. Après, si vous l'avez lu jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si ça évolue au niveau des réflexions. Mais moi, vraiment, j'ai pas pu en fait. Et je m'ennuyais et en même temps, ça me dérangeait. Donc du coup, j'étais là, ouais, non, j'ai pas envie de perdre plus mon temps là-dessus. Je sais que j'ai d'autres livres encore meilleurs. Donc, non, voilà, j'abandonne. J'ai commencé, bah, surtout que ce même jour, je crois, j'ai commencé Le lac de nulle part de Pete Fromm chez Gelmaster dans leur collection Totem. J'aime tellement cette collection. Donc c'est le premier Pete Fromm que je vais lire. J'entends beaucoup de bien de cet auteur. Apparemment celui-ci c'est peut-être le moins bien. Donc pour le moment j'accroche bien. C'est très nature writing. Donc là on est dans la nature, au milieu de lacs jolis. Et on a un père assez étrange. Parce qu'en fait on suit un père et deux jumeaux. Et aussi on a des petits chapitres avec Chad qui est un rangers. Voilà, juste on a des petits chapitres par-ci par-là, en tout cas pour le moment. Juste, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on va avoir ses pensées à lui. Mais sinon, on suit donc Trig et Hal qui sont sœurs et frères jumeaux. Et on a leur père. Et donc ils y vont au milieu de nulle part, sur un lac gelé, au mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus trop la période, avec leur père, parce que leur père leur a dit je veux qu'on se fasse un mois, voilà. Donc ils ont dit ok, ils ont bouclé un mois. Et apparemment, il n'est pas trop préparé, et ce qui est très bizarre. Donc pour le moment, j'en suis vraiment au tout début. J'ai vraiment rien lu, parce que j'ai pas eu trop le temps de lire, donc du coup, voilà. Mais ça, enfin pour le moment, j'accroche bien. Donc je verrai, enfin je vous dirai plutôt dans les jours à venir comment ça se passe. Mais pour le moment, je peux pas trop vous dire, juste qu'ils partent au milieu de nulle part, que c'est le froid, l'hiver, le lac gelé au Canada. Et sinon, hier, j'ai lu une excellente lecture, vraiment très très bonne, très très court, mais excellent, d'une autrice que j'ai déjà lue. J'ai lu une de ses autres novellas de la même maison d'édition. Enfin bref, c'était donc Sous un carré d'immortel de Nina Gorlier aux éditions du Chat Noir. Très belle couverture faite par Cécile Guillot. Voilà. Et ce livre, incroyable. Mais j'avais déjà adoré Miranda. Voilà, j'avais déjà beaucoup aimé. Et là, elle a fait encore très fort. J'ai trop aimé. Sa plume est incroyable. En plus, là, elle est en train d'écrire un livre avec Nora Lake, également une autrice que j'adore, dont j'adore la plume, j'adore la façon d'écrire. Donc là, les deux combinés, laissez tomber, elles vont nous pondre un banger, je le sens. En plus là, ça m'a quand même, à des moments, ça m'a fait penser à donc la novella de Nora Lake, et soudain elle revient, qui avait été mon premier coup de cœur de l'année 2024. Pour tout ce qui est mélancolie, deuil, voilà, c'est des thèmes qui sont tous les deux présents. Il y a aussi une bâtisse dans le lot. Mais vraiment, c'est quand même différent, ça n'a rien à voir. Donc pour vous dire un peu le résumé, donc on suit Bénédicte Mercier qui est médecin dans un village. On est à la Première Guerre mondiale, ça je ne crois pas que ce soit indiqué, mais pour le contexte historique c'est plutôt fin Première Guerre mondiale, voire après la Première Guerre mondiale, je sais plus trop. Enfin c'est un peu flou entre les deux. Donc au début, on a Bénédicte qui est recueillie par son oncle et sa tante parce que ses parents sont morts. Et il y a par rapport à une famille assez importante et il va voir le garçon. Et on comprend très vite qu'il y a un lien entre les deux garçons, qu'il y a eu quelque chose entre l'enfance et donc maintenant, puisque on ne s'est pas remis de sa perte, mais on n'en sait pas plus, voilà, au début. Et il va recevoir une invitation d'une certaine Ophélia Gray, dont il n'a jamais entendu parler et qui pourtant se dit être la cousine de Arthur, donc la personne qui avait de l'importance pour Bénédicte. Donc il va y aller et il va aller au sanatorium du Val d'Argent.
Donc il va s'y rendre et il va se passer des choses. Voilà, et c'est tout autour de... Alors, au niveau des 3 thèmes que les éditions du Chat Noir ont indiqués, derrière, c'est gothique, romance MM et body horror. Et je rajouterais même, il y a beaucoup sur le deuil. C'est traité différemment entre Nina et Nora, entre les 2 autrices. Mais voilà, c'était magnifique. J'ai souligné plein de passages. D'ailleurs, voilà, le premier chapitre, juste... Je n'ai rien souligné parce que toute la page est magnifique. Je pense que j'ai envie trop de vous la lire, donc je pense que je vais la lire. Comme ça, peut-être que ça vous donnera envie de l'acheter. Dans le jardin de mes soupirs, tu es la fleur la plus vivace. Je t'arrose de mes souvenirs, tu t'abreuves de mes larmes. La terre où tu reposes n'est pas acide. C'est un petit carré tendre et tiède, gorgé de soleil où les heures regrettées allongent tes racines. C'est un écrin confortable que je protège du vent, des remords et de l'oubli. Je t'ai ouvert mon cœur tel mon drame. Je l'ai moi-même arraché de ma poitrine pour l'ensevelir auprès de toi, dans l'espoir stérile qui te nourrirait. Qu'une part de moi, sanglante et terrible, nous survivrait comme toi tu me survis. Je n'avais pas compris que mes efforts étaient vains. Tu n'avais pas besoin de cela. J'aurais pu mettre le feu à mon jardin, laisser les flammes consumer chaque part de moi, asphyxier l'essence même de mon être que tu n'aurais pas brûlé. Au milieu d'un océan de cendres, une graine que nous avions plantée aurait réussi à germer. Je ne peux pas te détruire et pour cela je me déteste. Ça c'est le premier chapitre, donc ça commence très bien. Voilà. Et il y a aussi tout un truc avec les fleurs, forcément. Je dis forcément, mais vous n'avez pas lu le livre, donc vous ne pouvez pas savoir. Mais voilà, il y a vraiment un truc tout autour des fleurs. Je l'ai dévoré et c'était magnifique. Vraiment, je m'y suis pris tard pour le lire hier et pourtant j'ai adoré. Vraiment, trop bien. Bah, du coup, je vais vous parler achat de livres. Et du coup, je vous montrerai un peu les choix sur lesquels j'hésite pour ma lecture d'aujourd'hui. Donc, je choisirai. Enfin, je vais vous montrer. Déjà, j'ai acheté 2 livres pour ma meilleure amie. Là, ça a été son anniversaire à la fin du mois de janvier. Vu que je rentre ce week-end chez mes parents et qu'on se voit, elle s'est remise à la lecture. Donc, comment vous dire que je me suis dit que j'allais lui acheter 2 livres. Voilà, 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, je lui ai pris un coup de cœur de 2024 que j'ai énormément aimé. One Shot. J'ai fait un post très récent. Enfin, je l'ai lu quand j'étais en Bretagne, donc... mais en plus ça se passe en Bretagne. C'est Le phare au corbeau de Rosen Iliano aux éditions Folio SF. J'ai adoré, vraiment trop aimé, donc du coup je l'ai pris. Voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris, donc trop contente qu'elle le découvre. J'espère qu'elle aimera. Et je lui ai pris aussi un thriller que j'avais beaucoup aimé, un thriller policier. C'est donc La nymphe endormie de Ilaria Tutti chez Pocket. C'est un tome 2, mais moi personnellement, ça m'a... Enfin, j'ai lu aussi que le tome 2. Et personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé. C'est à propos d'un tableau assez étrange. En fait, on se rend compte que en fait, il va être examiné par le nom là, de ceux qui mettent aux enchères ou qui achètent, enfin bref, vous voyez. Et donc, il va faire des examens et en fait, ils vont découvrir que la peinture, c'est du sang humain. Donc, à partir de là, ils vont aller demander au peintre en question. Sauf que, en fait, ce peintre-là, il a été retrouvé avec ce tableau, mais depuis, il ne peut plus parler, il n'interagit pas, il a rien. Il est statique, comme une statue, il vit plus. Donc voilà, il va y avoir une espèce d'enquête sur réellement ce tableau et l'histoire qu'il y a derrière, le meurtre, enfin la personne à qui avait été ce sang, voilà. Donc, et connaître le fin mot de l'histoire. Et c'était vraiment trop bien. Ça parle aussi du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie, parce que l'autrice est italienne, d'un peuple qui est très peu connu, mais qui est en Italie, mais qui ne parle pas italien, enfin c'est un peu... Et ça parle notamment de la Seconde Guerre, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait de beaucoup de choses que nous, Français, on ne sait pas, notamment qu'il y avait la résistance aussi en Italie, même sous Mussolini. Donc voilà, beaucoup d'éléments qui est très intéressant, enfin moi j'ai beaucoup aimé. L'inspectrice aussi, très intéressant. Excusez-moi, la batterie n'avait plus de batterie, donc
changer de batterie. Ça fait beaucoup de fois le mot batterie. Donc je disais par rapport à la nymphe endormie, donc au sujet de l'inspectrice, qui est assez âgée parce que je crois qu'elle a 60 ans, 50 ou 60 ans. Donc un personnage, enfin un âge plutôt dans un personnage principal qui est assez inhabituel, on va dire. En plus c'est une femme qui a un passé important et elle a une espèce de maladie, mais j'ai pas envie d'en dire trop, ce qui fait que ça rend quand même très intéressant. Enfin je trouve qu'il y a des mystères par rapport à l'inspectrice qui s'appelle Teresa. Mais en même temps, ça empiète pas sur l'enquête tant que ça. Enfin, je trouve que c'est très bien dosé. Alors que des fois, t'as des policiers où, en fait, on parle plus du policier que de l'enquête en lui-même. Et ça, vraiment, je peux pas quand ça se passe comme ça. Là, vraiment, c'était très bien dosé. Je vous le conseille, en tout cas. Voilà, pour les livres que j'ai achetés à ma pote et que je vais lui offrir. Et bon, moi, je me suis fait les achats. C'est des mangas. Donc voilà, parce qu'en fait je suis allée au Renard Doré pour la dédicace de Molly Knox Ostertag qui a écrit Le Garçon Sorcière. Il y avait également l'auteurice, d'ailleurs je crois que Molly est non-binaire, donc je me suis un peu mal exprimée, désolée. Et il y avait également l'auteurice de Lumberjane, très sympa, enfin toutes les deux étaient très très sympas, voilà. Et donc je suis repartie avec les mangas pour essayer de me mettre un petit peu à jour sur certaines sagas, sachant que le tome 14 du carnet de l'apothicaire venait de sortir, donc voilà, c'était une bonne excuse, mais je voulais en acheter d'autres, forcément. Donc voilà, je vais être, enfin je l'ai pas encore lu, mais je vais être à jour sur les carnets de l'apothicaire. Ensuite, j'ai acheté également le tome 23 et 24, déjà 23-24 de QV. C'est sur la danse classique. J'adore, vraiment. J'aime beaucoup trop, on suit les personnages et c'est trop bien, vraiment. J'ai également pris le 2 et le 3 de hashtag DRCL, donc Dracula. Voilà, réécriture de Dracula. Pour le moment, j'ai le premier et j'ai bien aimé parce que en fait, il y avait des... Si on a lu Dracula, on sait qui sont les personnages. Et moi, ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est de comparer les changements entre les personnages, les liens et tout. Donc voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu la suite. Par contre, les dessins sont très très étranges. Voilà, mais ça n'enlève en rien que ce soit très mystérieux, très sombre. Voilà, c'est trop bien. Et sinon, j'ai acheté également A Sign of Affection, le tome 10. Voilà, c'est chez Akata et c'est trop bien. C'est de la romance, mais de la romance toute pipou que j'adore. C'est beaucoup trop mignon. Il n'y avait pas le tome 11, sinon je l'aurais pris. Donc voilà mes petits achats. Sinon, je suis allée au cinéma. Attends. Oui, je vous avais dit la semaine dernière pour We Live in Time. We Live in Time. C'est l'amour en présent en français. Et là, je suis allée voir Better Man. C'est le biopic sur Robbie Williams et c'était trop bien, vraiment. J'ai trop aimé avec la musique et tout. Que de souvenirs quand j'étais petite. Robbie Williams, c'est surtout connu au début des années 2000. On découvre en fait Robbie Williams qui, en fait, pendant beaucoup de sa carrière a eu des gros soucis. Hyper émouvant, j'ai beaucoup aimé, et le fait qu'en fait ce soit un singe, c'est parce que c'est comment il se voit lui. Et je crois que c'est dans le podcast de Adam Ross avec son frère, je sais plus, le frangin, je sais plus le titre de son podcast. En fait, c'est l'un des rares biopics où le gars est encore en vie et où il a pu donner des instructions et raconter un peu lui tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ressenti, et il montre aussi que il y a même beaucoup de fois où il était pas cool. Et je trouve que ça c'est le genre de choses qu'on voit pas assez dans les biopics, c'est qu'à chaque fois il montre une manière hyper positive de la personne, qu'elle était gentille, tout ça. Par exemple dans Elvis, ils ont pas montré le côté que il s'est quand même marié à une mineure, hein, parce que Priscilla était mineure quand il s'est marié, qu'il était juste affreux, bref, voilà. Ça n'a pas été montré, alors que quand même, enfin, ce serait bien de arrêter toute cette idéalisation
des stars en fait. Et là pour le coup, vraiment, Robbie Williams, il a vraiment montré, il a vraiment voulu, enfin en tout cas c'est ce qu'il a voulu, c'est qu'un truc édulcoré de sa vie où il était sympa et tout, non c'était pas le cas. Donc ça j'ai bien aimé.